Et du coup, ça fait donc 7 ans et demi que je travaille là-bas et ça fait 2 ans que j'ai pris le poste de lead data engineer du coup, en construisant un peu la première stack data, première stack data pour donner des insights un peu à toute la web et pour avoir des data analysts qui bossent avec nous. Donc voilà un peu une présentation assez rapide des éléments de la stack qu'on a utilisé. Donc du coup, en entrée, on a Airbyte qui sert pour l'ingestion. On a Prefect qu'on utilise comme orchestrateur. Databricks en tant que warehouse lakehouse pour toute la partie compute et transformation. Drone au-dessus, c'est notre outil pour gérer le CI. On a une instance PostgreSQL aussi qui va nous permettre en fait de faire le lien pour tout ce qui va être utilisé par la BI derrière. Et enfin la BI Superset. Et donc du coup, le point commun en fait de tous ces outils-là, c'est qu'ils utilisent à plus ou moins grande échelle DBT, et que nous on utilise DBT avec tous ces systèmes-là, donc de différentes manières, ce que je vais vous présenter. Premier point, c'est l'entrée, c'est Airbyte. Donc du coup, Airbyte c'est une plateforme open source qui permet de faire de l'ingestion, un peu à la manière d'un Stitch ou d'un Fivetran, mais open source et donc du coup beaucoup moins cher. Et qui dit open source dit aussi très customisable. Du coup, on peut, par exemple, si l'intérêt d'une plateforme comme ça, c'est qu'on peut build soi-même des connecteurs pour des API qu'on utilise, même s'ils n'existent pas, ou même si c'est des petites API pas connues. Donc du coup, ça permet de garder la même plateforme pour le custom et le déjà fait. Et tout fonctionne sur des conteneurs. Donc du coup, chaque connecteur qui nous permet de gérer toute la logique d'ingestion de données et derrière de déposer la donnée quelque part, c'est des connecteurs Docker, donc c'est assez simple à scale derrière. Et en plus de ça, ça gère assez facilement toute la partie incrémentale, c'est-à-dire qu'on peut assez facilement, selon les types de connecteurs, juste prendre de la donnée qui est temporellement marquée et juste ingérer la partie de données qui est nouvelle pour ensuite la mettre dans la destination. Et donc on va voir ça après, mais c'est grâce à DBT qu'ils peuvent faire ça. Et hop là. Voilà. Et donc c'est grâce à DBT qu'ils peuvent faire ça. Donc en fait, Airbyte, de base la plateforme, elle va juste générer un blob JSON, donc du coup du JSON brut, qu'elle va mettre dans la plateforme. Et derrière, en fait, ils ont une autre image de normalisation qui, elle, va être utilisée pour run DBT. Et donc du coup, grâce à DBT, en fait, ils vont générer déjà des modèles de normalisation. Donc c'est-à-dire qu'à partir du JSON qui peut avoir plusieurs niveaux de hiérarchie, de nestage, ça va permettre de pouvoir générer des tables via DBT, donc des modèles qui vont en fait refaire l'architecture du JSON mais dans différentes tables qu'on va pouvoir joindre derrière. Ce qui peut être pratique parce que du coup ça permet d'associer des bons typages sur les différentes tables et ça permet de beaucoup plus facilement, quand on travaille par exemple avec des analystes, ça permet de beaucoup plus facilement avoir accès à la donnée plutôt que de leur dire là il y a un JSON, il faut aller dans telle propriété, puis telle propriété, puis telle propriété. Là au moins il y a toutes les tables qui sont là avec des liens qui sont cohérents et qui sont directement disponibles entre toutes les tables. Et ensuite, une deuxième utilisation qu'ils ont une fois que la donnée est normalisée, c'est de faire du coup de la donnée dédupliquée. C'est-à-dire qu'il y a un mode de synchronisation, ils appellent ça le incremental dédupliqué avec historique. Et en gros, c'est pareil, c'est d'autres modèles DBT qui sont générés, mais là pour le coup, c'est pour faire un modèle, une Slowly Changing Dimension 2. Donc c'est un modèle avec une table d'historique qui, elle, va récupérer du coup la partie principale de la donnée normalisée. Et derrière, en fait, d'avoir une vue sur cette table-là, qui permet d'avoir juste la dernière version de sa donnée. Donc du coup, en fait, juste avec la génération de modèles de DBT, peu importe la source, et peu importe la source si elle est custom ou pas, derrière dans la destination, ça va permettre d'avoir une donnée qui soit dédupliquée, normalisée, et donc du coup qui va être beaucoup plus simple à traiter et à utiliser derrière. Ensuite, au niveau de l'orchestration, on utilise Prefect. Donc Prefect qui est un peu comme comment dire, c'est un peu comme Airflow, mais en plus récent. Et surtout en plus ça permet, c'est assez facile de développer avec. En gros, ça permet de transformer un code Python
avec des décorateurs en pipeline d'orchestration. Donc c'est pareil, assez facilement déployable, c'est intégré, on peut déployer ça avec des workers qui vont travailler sur Kubernetes. On peut hoster les définitions des flows sur un S3, sur un repo GitHub. Donc c'est assez facile à déployer et ça peut scale selon les besoins, c'est-à-dire que ça va aller de un serveur sur une petite VM qui va tout faire tourner les pipelines en local à une grosse organisation décentralisée. On va avoir un serveur à un endroit, plusieurs workers qui vont se coordonner avec des pools et des queues. Et donc du coup qui vont pouvoir scale de manière horizontale assez facilement pour exécuter les différentes pipelines. Et ça en changeant juste la façon dont on stocke, mais sans changer le code derrière, qui va nous permettre de définir les pipelines. En plus de ça, l'intérêt c'est que du coup c'est un orchestrateur qui a aussi beaucoup de connecteurs déjà précodés et maintenus par les différents outils. Donc, du coup il y a déjà un connecteur pour DBT, il y a des connecteurs pour Airbyte, pour Databricks qu'on utilise, etc. Et donc du coup c'est plutôt pratique. Et on utilise du coup nous la tasse DBT, donc je ne pense pas que ce soit très visible ici, mais je vais vous expliquer un peu. En gros, les tâches DBT, les pipelines sont en fait découpées en tâches qui elles-mêmes sont regroupées dans des flows. Et donc chaque tâche c'est une opération atomique. Et en gros, une commande comme ça va permettre en gros de... moi, par exemple, je veux récupérer tous mes modèles qui ont besoin d'être rafraîchis avec un schedule donné. Et donc du coup, là, je vais utiliser les artifacts DBT, donc le manifeste, avec la commande dbt-list, qui va me permettre en fait d'avoir un JSON qui va me donner toutes les informations sur les modèles que je veux synchroniser. Donc des modèles que, par exemple, moi ou d'autres personnes ont défini différents modèles qui doivent être rafraîchis parce qu'ils sont soit incrémentaux, soit des tables. Et ça me permet de récupérer toutes les infos sur ces modèles-là, et aussi sur leurs parents et tout leur héritage. Gros avantage de ça, c'est que ça permet par exemple, là je vais avoir, donc vous voyez sur ce petit schéma-là, je vais avoir mon modèle là, que je veux synchroniser de manière toutes les heures. Mais du coup ce modèle-là, il est potentiellement basé sur un autre modèle, qui est basé sur un autre modèle, qui est basé sur une source. Et ces sources-là, pour le coup, elles sont définies en DBT, mais leur rafraîchissement n'est pas forcément défini en DBT. Et elle va souvent être d'ailleurs définie dans un autre système, que ce soit une ingestion en streaming, que ce soit une ingestion en batch sur une API, etc. Et donc l'avantage de ça, c'est que ça va me permettre en fait de lister tous ces modèles-là et tout l'arbre de dépendance, et derrière de pouvoir récupérer par exemple toutes les sources qui sont nécessaires d'être rafraîchies pour que mon modèle soit à jour selon son arbre de dépendance. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir avoir la liste de ces sources-là, et en ayant la connaissance du coup de d'où viennent ces sources, de comment elles sont synchronisées, je vais pouvoir en même temps, avec tous mes modèles que je dois synchroniser, déterminer toutes les sources que je dois aussi synchroniser pour que mon modèle soit à jour. Et donc c'est là qu'on voit en fait l'intérêt d'utiliser DBT pour la partie lineage entre les différents modèles, c'est que ça permet derrière d'automatiser assez facilement et surtout d'avoir la donnée à un seul endroit de où est-ce que je synchronise et comment je synchronise, et de s'assurer que tout est bien synchronisé dans tout l'arbre d'héritage. Ensuite, une autre utilisation qu'on va avoir, donc notamment là j'utilise pour faire de la migration entre Databricks et Postgres. Donc là on a un modèle sur Databricks, mais par exemple pour des raisons de coût et d'optimisation des requêtes, on va mettre nos tables qui sont utilisées pour de la BI depuis Databricks vers une base de données Postgres. Et donc ce changement-là, parfois on va vouloir en fait avoir des schémas et des tables qui ne sont pas iso entre les deux. Parce qu'on va vouloir avoir certains naming, parce qu'on va vouloir définir en fait la façon dont ces modèles sont synchronisés derrière. Et là en fait, on va utiliser du coup des différents éléments de la config de DBT. Donc à savoir déjà les informations qu'on peut retrouver de database, de bases de données, de tables ou de schémas qui sont définis, et éventuellement proposer des overrides derrière, parce que l'intérêt en fait sur DBT, c'est qu'on peut rajouter des métadonnées custom à tous nos modèles, et derrière les réutiliser au niveau de l'orchestrateur
donc, du coup, nous, notre utilisation, c'est ça, c'est de définir où est-ce qu'on doit, comment est-ce qu'on doit et où est-ce qu'on doit migrer la donnée. Mais on peut avoir potentiellement n'importe quelle utilisation. Ça permet juste de rajouter du contexte à un modèle pour pouvoir exécuter les actions derrière. Et donc voilà à quoi ça ressemble derrière. C'est assez tout simple en fait. On va utiliser des tags qui vont nous donner. Donc du coup, c'est les tags que moi j'ai définis avec la data analyst pour gérer ça. On peut définir les tags dont on a besoin. L'important c'est juste de les récupérer derrière pour pouvoir tout contrôler en fait depuis le modèle sur DBT. Et ensuite, il y a la clé méta qui permet de rajouter le contexte dont on a besoin derrière sur le modèle. Et donc, nous, on l'utilise pour les schémas de destination, pour override en fait, des schémas ou des tables de destination pour changer le naming. Mais on pourrait imaginer énormément de cas d'utilisation où on veut juste rajouter de la customisation du contexte. Au moment donné, on va en fait derrière avoir la pipeline qui va run ces modèles DBT. Voilà. Donc ensuite, une autre intégration qu'on a avec DBT, c'est notre outil qui nous sert à faire l'intégration continue, qui s'appelle Drone du coup. Donc Drone, c'est un outil de CI qui se configure avec du code, donc soit du JSON-net, soit du YAML, selon les préférences. Qui est directement intégré avec GitHub, donc qui permet assez facilement en fait, de récupérer des informations sur la pull request, sur le commit sur lequel on est, sur le type d'événement sur lequel on veut trigger les différentes pipelines de CI. Ça permet aussi de run tout ça sur des conteneurs pour avoir la mainmise sur l'environnement d'exécution de nos pipelines sur le CI. Et donc du coup, comment on l'utilise nous avec DBT. Donc on va avoir en fait un système où on va taguer du coup chaque commit. On va générer les artefacts DBT, notamment le manifest.json, qui est un peu le fichier qui va avoir toute la donnée de nos modèles DBT. Et on va faire ça sur tous nos commits. Et donc du coup l'intérêt c'est qu'au niveau du CI, on a mis une autre image qui va nous permettre juste de comparer le manifeste de deux commits différents. Donc typiquement, si on a une pull request sur master, on va aller récupérer l'image avec le manifeste qui a été généré pour master, on va aller générer l'image pour notre commit, et après dans l'image de compare, on va reprendre l'image du commit, et derrière on va pull le manifeste qui est dans l'image pour master. Ce qui nous permet du coup d'avoir les deux manifestes de deux commits qu'on veut utiliser. Et une fois qu'on a ça, en fait, on peut utiliser du coup le Slim CI de DBT, enfin au moins une partie. Ça nous donne accès en fait au flag qui s'appelle State Modified. Donc le State Modified, en gros, c'est DBT qui va faire une comparaison entre deux manifestes et va juste aller choper les différences entre les deux. Et donc du coup, ça permet au lieu de devoir run absolument tout à chaque fois pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis, on peut run juste les modèles qui ont été modifiés par l'APR au niveau du CI. Ce qui permet du coup d'avoir des CI qui ne prennent pas 3 heures et qui sont surtout en fait sont tolérants au fail parce qu'on aura à chaque fois que 1 ou 2 modèles à rerun éventuellement. Et donc du coup, c'est juste ces changements-là qui vont être pris en compte. Et ensuite, une autre utilisation qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir générer, grâce à ça, un environnement par pull request. C'est-à-dire qu'on a eu trop souvent le cas on a un environnement, que ce soit staging, que ce soit test, qui est géré par le CI, et que du coup, en fait, il y a deux personnes qui font des modifications au même endroit, sur la même chose, sur le même environnement, et paf, du coup, on veut faire un test, et le modèle a été override par une autre personne, et donc du coup, c'est plus la même version, et il faut rerun, et en fait, on se marche sur les pieds, etc. Donc pour éviter ça, en fait, pour isoler les changements, du coup, on fait des environnements par pair. Donc du coup, pour ça, on peut utiliser directement le profil de DBT avec, donc, du coup, en changeant le schéma ou la base de données par défaut par une base de données qui s'appellera pull request avec le numéro de l'APR, ce qui permet du coup d'avoir, par exemple, ma APR c'est le numéro 712, je vais avoir un schéma dans Databricks ou n'importe quel warehouse qui s'appelle PR212 underscore le nom du schéma.
Et du coup, grâce à ça, on va juste, en fait, chacun pourra être libre de tester juste les trucs de sa paire. Une des choses qui nous permet de faire ça, c'est la deuxième partie du SimCI, c'est l'utilisation de Defer. Parce que sinon, en fait, si on n'avait pas ça, en gros, en théorie, on devrait, pour avoir des modèles, juste les modèles dont on a besoin, il faudrait qu'on run tous les prédécesseurs de ces modèles. Parce que sinon, en fait, on aurait juste un modèle qui n'est pas forcément, qui n'a pas de source et qui ne peut pas aller derrière taper dans les modèles précédents vu qu'ils n'auront pas été créés dans l'environnement. Donc du coup, ça donne l'obligation de tout run depuis la source jusqu'à son modèle. Donc ce qui peut être énormément de modèles différents à run si jamais on veut, si jamais on a un projet qui est de taille conséquente. Mais du coup, en fait, DBT propose aussi un système qui s'appelle, qui est géré par le flag Defer et qui va nous permettre, en fait, toujours avec cette comparaison de manifeste, de dire que si c'est un modèle qui a été modifié et que j'ai le Defer, je vais utiliser les modèles de l'autre manifeste sur l'environnement dans lequel ça a été run pour me baser dessus. Et donc du coup, je peux avoir des modèles, par exemple, je vais avoir le modèle que j'ai modifié dans l'environnement de la pull request, qui va aller derrière taper dans les environnements de production ou dans les environnements de dev si on a un environnement de dev commun. Et donc l'avantage de ça, c'est que voilà, on a besoin de run uniquement ce dont on a besoin, les modèles modifiés, et en plus de ça, on peut aller utiliser les ressources pour les ressources non modifiées mais dont on a besoin, aller utiliser les ressources d'un autre environnement. Ce qui permet d'économiser du temps de CI, économiser du temps de développement, on ne va pas attendre que ces modifications soient mises en place, etc., etc. Et donc du coup, forcément, vu qu'on crée toutes ces ressources-là, l'intérêt du CI, c'est que du coup derrière, une fois qu'on a merge la pull request, on est aussi au courant de tout ce qu'on a créé, donc du coup on peut aller clean up tout ça, parce qu'on n'a pas envie de polluer notre Heros avec énormément de modèles qui sont visés à être temporaires. Et dernièrement, l'utilisation de DBT avec le CI, c'est de générer la documentation et de la déployer au fur et à mesure des merchant masters, ce qui permet d'avoir une documentation à jour et en gérant du coup un upload de la diff, enfin en recompilant tout ce qu'il y a et en uploadant derrière sur un S3 toute la documentation à jour de DBT. Et enfin, dernière partie de notre stack qui utilise DBT, c'est sur la visualisation, donc toute la partie BI. Donc on utilise Superset, qui est un tool open source, et qui permet de faire de la visualisation de données, qui est assez pratique parce que déjà il y a une partie, qui permet de build des graphes. Une fois qu'on a nos jeux de données qui sont disponibles sur l'outil BI, on peut assez facilement, en gros, en drag and drop, créer des graphes par rapport aux données qui sont disponibles. Ensuite, on a une API très pratique qui permet de tout automatiser. Et justement, c'est ce qu'on va utiliser après pour la partie automatisation, parce que ça permet programmatiquement d'aller sur un dashboard, on doit avoir cette donnée présente dans les datasets qui sont sur le dashboard. Mais ce qui permet aussi que quand on a des clés qui sont les mêmes pour plusieurs jeux de données, on peut les réutiliser ensemble pour un seul dashboard. Et donc du coup, c'est assez pratique d'utilisation parce que ça permet de définir un filtre à un endroit et tout se met à jour en fonction de ce filtre-là. Et quand je dis Matrix, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une notion de Matrix dans Superset, mais il y a aussi une notion de Matrix dans DBT. Et donc c'est là qu'on voit qu'on peut avoir des points communs entre les deux. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on utilise un script qui s'appelle le Preset Backend SDK. Donc il faut savoir que Preset, c'est en fait une boîte qui s'est montée pour faire de la gestion managée de la partie du Superset, qui est un tool open source. Donc c'est les créateurs, ils proposent un service managé avec un abonnement qui permet de juste avoir le Superset hosté. Mais l'avantage, c'est que du coup, ils ont du tooling qu'ils ont développé pour leurs utilisateurs qui sont open source. Et donc du coup, en fait, leur SDK avec 2-3 modifications, il permet de se connecter sur une instance de Superset non managée open source. Et derrière, en fait, donc avec ce tool-là, en gros, il va récupérer encore une fois le manifeste généré par DBT
Et derrière, dans ce manifeste-là, on va avoir justement on va avoir les databases, on va avoir des datasets, et on va avoir des métriques. Donc les databases, ça va être toutes nos informations de connexion à la base de données qui sont dans le profil utilisé par DBT pour se connecter. Les datasets, ça va être les modèles, en fait. Chaque modèle peut être synchronisé comme un dataset sur l'outil BI. Et ensuite, on va avoir les metrics dont je vous parlais. Donc en fait, sur DBT, on peut définir, au niveau de chaque modèle, on peut définir des métriques. Donc les métriques, ça va être de comment on fait une telle agrégation avec quel filtre, et ça permet d'ajouter aussi du contexte là-dessus. C'est-à-dire que ça va permettre très facilement, de manière déclarative, de pouvoir dire, je vous donne un exemple, on va avoir une table avec tous les revenus d'un service commercial. Et dans cette table-là, du coup, on veut savoir la notion de GMV, ou la notion de valeur médiane, ou la notion de moyenne pondérée là-dessus. On veut savoir comment les calculer, et on veut que ce soit défini comment on la calcule, avec quelle définition, à quoi ça correspond à un seul endroit. Et donc du coup, c'est dans ces métriques-là, on peut définir du coup que c'est calculé comme ça, et avec ce tool en utilisant le manifeste DBT, ça va permettre de récupérer ces métriques-là et de synchroniser ces métriques-là directement sur les datasets de Superset. Donc ça permet uniquement, en restant dans son projet DBT, de contrôler en fait sur la BI tout ce qui sera à disposition pour faire des charts. Et donc d'éviter énormément de temps à passer à créer des ressources sur une UI, à utiliser la plateforme, à aller à droite à gauche. Tout ça, ça peut se faire tout seul. Et en plus de ça, ça permet aussi d'apporter de la documentation de DBT, donc on va faire sur toutes les colonnes d'un modèle, de l'apporter aussi sur l'outil BI. Ce qui veut dire que quand on est sur la BI derrière, on a toujours accès à la documentation qu'on a mise sur DBT, sur les différentes colonnes, sur les différentes tables. Ce qui permet d'apporter du contexte, surtout quand on est une équipe d'analystes qui grandit et où il y a plusieurs personnes qui vont travailler ensemble. Et donc du coup, en fait, comment ça marche derrière? Donc où est-ce qu'on va avoir ces informations-là? Bah, typiquement, quand je vous disais sur la partie profil de DBT, en fait, donc ça c'est un profil classique qui va taper sur une base de données Postgres. On va pouvoir rajouter encore une fois les métadonnées pour pouvoir derrière customiser en fait par exemple le nom de la base de données qu'on veut utiliser sur BI. Et ça c'est encore un exemple, c'est juste un exemple, mais on peut rajouter le contexte qu'on veut encore une fois pour derrière pouvoir contrôler comment on veut que nos données soient synchronisées derrière. Et ensuite, par exemple, sur les metrics, typiquement, selon l'outil de BI qu'on veut synchroniser derrière, on va avoir une implémentation des metrics qui est différente, avec des données qui sont possibles de faire et des données qui ne sont pas possibles. Donc par exemple, sur Superset, on va avoir le label qui va être le nom de la métrique, on va avoir le modèle donc, du coup, qui va être le jeu de données sur lequel est basée la métrique, une description qu'on va pouvoir rajouter à la métrique si on a besoin, et ensuite l'expression et la méthode de calcul qui vont définir le SQL généré pour la métrique. Et ensuite, on peut rajouter aussi des filtres optionnels pour définir du coup des métriques avec des décisions qui vont pouvoir être filtrées par rapport à une donnée voulue. Ce qui peut être pratique pour que les gens en fait, aient directement accès à, quand on a un jeu de données avec plusieurs données discrètes, d'avoir les agrégations par segment ou par donnée. Et donc du coup, au final, pour conclure, ce qu'on a vu en fait, c'est que DBT c'est très chouette de base, mais qu'en fait, grâce à ce qui est fourni et grâce à des toolings apportés par d'autres utilisateurs, en fait, on peut énormément customiser la façon dont tu l'utilises, et on peut aussi en gros l'utiliser pour contrôler d'autres systèmes assez facilement, parce que tout ce que fait DBT est généré dans des fichiers. Et donc du coup, on a accès à ce fichier-là, et donc du coup, on peut absolument tout récupérer pour faire les intégrations dont on a besoin. Voilà, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, et merci à tous de m'avoir écouté. Ma question c'était par rapport à l'utilisation des tags dans DBT. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque fois, tu as un mapping en fait, d'un DAG qui vient tourner toutes les heures, qui vient chercher tous les tags hourly, c'est ça? Ouais. Et du coup, si tu veux lancer un modèle à une fréquence différente, il faut changer les deux côtés. Il y a une agrégation.
en général, nous, ce qu'on a fait, en fait... Ah, pardon. Donc, la question, c'était utilisation des tags DBT. Il faut qu'on ait, du coup, entre le DAG qui va tourner sur l'orchestrateur et le modèle DBT, il faut qu'on ait une correspondance entre les deux, en effet. Et donc, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que de base, en fait, on a des tags pour tous les cas les plus... les plus courants. On va avoir le tag hourly, on va avoir le tag daily. Mais typiquement, en fait, rien n'empêche d'aller rajouter des tags dans l'orchestrateur, même s'ils ne sont pas utilisés, pour prévoir éventuellement. Et après, il suffira d'utiliser un tag. En fait, et ça, c'est la documentation entre les deux, de savoir quels sont les tags disponibles, et éventuellement, s'il y a un besoin, il suffit de créer, de changer un schedule et de changer un tag. Et derrière, en fait, le tag sera disponible dans les modèles DBT. Mais en effet, il y a cette petite partie de concordance entre les deux. J'avais une deuxième question, ouais. Est-ce que c'est la même équipe qui gère les différents outils de la stack que tu montrais, c'est-à-dire la visualisation, la partie DBT, etc. Alors, en soi, c'est la même équipe. En fait, nous, on a une organisation où, en gros, on va avoir des data analysts, donc, du coup, qui vont bosser sur DBT, et moi, du coup, qui suis sur la partie data engineering. Et du coup, ça va être plus qu'en fait, c'est la même personne, enfin, c'est le même team qui va gérer tout ça, mais c'est juste qu'on va gérer toute la partie de tooling pour leur permettre de faire des choses. En fait, c'est eux qui vont l'utiliser, dans le sens où c'est les analystes qui vont du coup rajouter des tags, rajouter la documentation, des métriques, et après c'est eux qui vont aussi faire des propositions sur tiens, on aimerait bien de pouvoir rajouter ça sur le modèle, et que derrière ça passe ça sur l'outil. Et c'est en fait, vu qu'on a du coup la possibilité de faire ça avec le manifeste, en gros ça permet de continuellement améliorer les choses, et dès qu'on a l'impression qu'il y a une redondance ou il y a quelque chose, ça permet de l'implémenter derrière pour éviter de refaire toujours la même chose en fait. Ok, merci. Ouais. Airbyte, vous l'avez scalé comment? C'est-à-dire scaler comment en termes de nombre d'entrées ou en termes de nombre de connecteurs? Par exemple, quel tool? Est-ce que vous avez juste, par exemple, une VM ou est-ce que vous avez un cube? Vous avez fait comment? Pour l'instant, on a juste une VM. On compte passer sur un Kubernetes après pour pouvoir scaler. Mais actuellement, avec une VM, par rapport aux besoins qu'on en a, ouais. C'est-à-dire qu'on a quelques connecteurs, on a des connecteurs pour notre HubSpot comme CRM. Du coup, on a des connecteurs pour HubSpot, on a des Google Sheets, on va surtout avoir beaucoup de connecteurs custom qui vont notamment faire du tracking API, du tracking de base pour récupérer de la donnée en fait un peu partout. Et là, on est sur des montants de données qui sont pas énormes, de l'ordre du giga, entre 1 giga et 100 gigas. Et en millions d'euros, tu sais pas à peu près? En millions d'euros? Ah, d'euros. En millions d'euros, je sais pas. Parce que c'est gratuit quand même. Je parle tout de suite business, non, oui. En millions d'euros, je pense qu'on est dans l'ordre entre le million et le 10 millions. En sachant qu'on l'a testé avec beaucoup plus à un moment donné où on l'utilisait pour faire aussi toute la partie utilisation de nos bases de données produits en microservices jusqu'à Data Warehouse. Donc on l'utilisait pour ça aussi, et donc là ça a scalé sur nombre d'euros et on était à beaucoup plus du coup, de plus à des centaines de millions, mais et ça scalait bien sur la plateforme. On avait plus des problèmes sur la partie logique du connecteur où il y avait des soucis et la partie batch qui était inhérente à l'outil. Okay. Mais en gros, ouais, ça peut scale sur la machine. En fait, on peut scale aussi la machine en soi. Tout dépend, c'est une question aussi d'optimisation de coût. Mais je sais que ça scale aussi. Nous, c'est plus un manque de compétences, enfin un manque de bande passante technique pour gérer un cluster Kubernetes. Ouais, mais que ça a été, en fait, j'ai été pas mal sur leur forum et tout. Il y a pas mal d'utilisateurs qui l'ont déployé avec Kubernetes et ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner assez bien aussi. Et je peux poser une autre question, sauf si quelqu'un en a une autre. Moi, j'ai pas de soucis. Au niveau de... T'as pas parlé d'infrastructure as code. Est-ce que vous utilisez un truc style Terraform pour faire en sorte que le déploiement soit reproductible? Yep. Alors non, parce que du coup en fait, en effet, il n'y a pas eu d'infrastructure as code parce que du coup DBT n'est pas encore compatible avec l'infrastructure as code. Mais on utilise je l'ai fait du coup, mais c'est assez hardcore. Ouais. Et on utilise pour toutes les ressources là, on va être plus sur du Docker Compose avec des images. Donc du coup en fait les images et fichiers de conf. Donc du coup en soi c'est
vu que tout, en fait, actuellement tout tourne sur une VM, donc la VM elle est sur Terraform, mais tout le reste en fait de la logique des différents services qui vont tourner, du coup c'est du Docker Compose avec des fichiers de conf qui sont versionnés. Ok. Et oui, puis après, pour d'autres outils de la stack, ouais, on a pas mal d'infrastructures as code parce que ça permet de, en dehors du fait que ce soit reproductible, ça permet aussi de simplifier quand on veut refactor derrière. Notamment, je pense, quand on veut changer de réseau ou changer de région, etc. Ça évite de devoir tout refaire. Yes, merci. De rien. Yep. Oui, salut. Donc, en fait, tu as beaucoup parlé d'outils open source. Ouais. Et sauf Databricks, en fait. Et c'est là que ça m'a. Je me suis dit pourquoi il y a pratiquement tout en open source sauf Databricks. En effet. Donc la question c'était pourquoi pas parler plus de Databricks là-dessus. Non, parce qu'il y avait une volonté d'utiliser de l'open source. Pourquoi? Et pourquoi avoir mis une brique non open source dans toute cette brique, dans toutes les briques qui sont au final Airbyte, Postgre, DBT, Superset, qui sont tous de l'open source en fait. Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. Enfin, moi j'ai plusieurs réponses en tout cas. Pour la partie pourquoi avoir mis une brique pas open source dans une stack open source, c'était une question de compétences techniques, de temps et d'équipe. C'est-à-dire qu'en gros, on essaie de faire au maximum de l'open source pour les trucs que je savais que je pouvais gérer. Mais clairement, gérer du calcul distribué, des clusters Spark, en étant assez novice sur la techno, je ne me sentais pas. Et surtout déployer tout ça d'un point de vue... En gros, c'est la partie aussi la plus complexe d'un point de vue déploiement. C'était la partie en fait gérée par Databricks. Tout le reste, c'est des outils qu'on peut déployer et scale un peu de manière indépendante, mais tout le corps et tout le truc en fait, où en plus il y a d'autres personnes que moi, d'autres personnes que les data engineers qui vont bosser dessus, à savoir tous les analystes, on va avoir des analystes financiers aussi, on a des PM maintenant qui bossent en SQL aussi, qui font des modèles sur DBT. Et donc du coup tout ça j'étais pas confiant en fait d'avoir un truc qui n'était pas managé sur cette partie-là. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi Databricks. Et ensuite, en fait, c'est vrai que j'aurais pu rajouter un point là-dessus, c'est que en effet Databricks est compatible avec DBT et il y a un super connecteur DBT sur Databricks. Mais en fait, le truc c'est que rien qu'en utilisant le connecteur de base, pour l'utiliser, il marche plutôt bien et il n'y a pas trop de choses à redire dessus ou de customisation trop à faire parce que il fonctionne, de mon expérience en tout cas, il fonctionne plutôt comme on l'attend. Et en plus de ça, il est vachement mis à jour régulièrement avec les dernières avancées de Databricks. Je pense notamment Databricks, il y a quelques mois, ils ont rajouté Unity Catalog, qui est du coup un système qui permet d'avoir plusieurs catalogues et surtout d'avoir 3 niveaux de namespace et de pouvoir gérer des accès par catalogue, par domaine, etc. Et donc ça, le connecteur DBT, ils sont mis à jour, je pense dans les 3 mois qui suivent la release, ils avaient l'implémentation de ça qui était dispo. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, j'avais une autre aussi, mais tu as parlé de Postgre qui vient en complément de Databricks, parce que certains cas d'usage veulent mettre un Postgre, vous voulez pas stocker dans Databricks, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, on fait le modèle sur Databricks, et après on migre tous ceux qui sont utilisés par la BI sur Postgres, pour une raison tout simple, c'est qu'un cluster RDS, de la taille qu'on a, ça coûte moins cher qu'une instance de calcul Databricks qui serait active tout le temps, au moins pendant la journée, parce qu'il y a des personnes qui utilisent, du coup, tous les opérationnels qui utilisent l'outil BI, qui feraient des calls dessus. Et donc du coup, c'est une question d'économie de coût et aussi une question ça permet quand même les temps de réponse sur des petits montants de données, parce que du coup, vu que c'est la donnée qui est complètement traitée, les montants de données qui sont disponibles sur la BI sont moins grands que les montants de données qu'on peut avoir sur Databricks. Et donc du coup, sur des petits montants comme ça, les bases de données Postgres ont quand même des bien meilleurs temps de réponse que sur Databricks. Yes. Deux questions. Oula. La première, c'est sur Databricks. Il me semble qu'il y a une nouvelle feature qui permet de faire la traçabilité colonne par colonne. Est-ce que tu as un retour d'expérience dessus? Est-ce que je peux l'utiliser? Alors, justement, j'ai pas. En fait, de base, ils ont rajouté ça. De ce que j'ai compris, c'est que si on utilise leur système, en gros, ils ont Databricks ont un outil en interne qui s'appelle DLT, pour Delta Live Tables, et qui est un peu genre sur les mêmes plates-bandes que DBT. Donc si on utilise les deux, en fait, c'est un peu deux choses différentes pour faire la même chose. Et en effet, par contre, quand on utilise DLT, qui est leur outil qu'ils ont développé, on peut avoir du lineage assez précis
tout dans la plateforme, parce que leur but en fait c'est d'avoir toute la stack juste dans une plateforme. Après, je sais qu'ils font, j'ai pas encore dive là-dedans, mais je sais qu'ils ont aussi une partie où en fait c'est par rapport à l'utilisation. Ils sont capables de compute un lineage par colonne par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Donc, par exemple, quand on a des vues qui vont du coup, faire des jointures ou des tables comme ça, ils vont être capables de définir le lineage. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est assez approximatif la partie automatique, mais à voir. Merci. Merci. Deuxième question, c'était pour Preset, ouais. qui est donc le Superset Manager. Donc tu as mentionné qu'en gros, toute l'information de DBT était portée sur Superset. Ouais. Mais en fait, avec les data analysts, souvent, c'est l'inverse qui va être fait, c'est eux, ils vont faire leur propre maîtrise dans l'outil de dashboarding. Est-ce qu'il y a moyen de faire le sens inverse? Et il y a totalement moyen, vu qu'il y a une API et il y a une base de... Enfin, en tout cas, sur Superset, il y a moyen. Vu que de toute façon, même si c'est pas dispo sur l'API, tu as accès à la base de données que tu as, donc du coup, c'est toujours possible de refaire dans l'inverse. Après, moi, genre, en fait, vu qu'on est une équipe data assez jeune, et que du coup, j'ai été là sur les premiers recrutements data analysts, j'ai toujours milité pour qu'en fait, les data analysts passent par DBT et fassent tout sur DBT. Donc, pour avoir, justement, pour pouvoir tout versionner, pour pouvoir monter en compétence là-dessus, et pour qu'on ait absolument rien qui traîne dans un outil de BI où on ne peut pas faire de migration, etc. Et donc, du coup, à force de former les gens, les analystes à DBT, maintenant ils l'utilisent tous et c'est leur outil de prédilection. Et donc, du coup, les métriques, justement, le fait de pouvoir les synchro, ils ont pu faire les métriques dans DBT au lieu de les faire sur les datasets. Et ce qui, du coup, a permis en fait de travailler comme ça. Mais en effet, dans d'autres organisations d'équipe où c'est pas le cas, à partir du moment où on peut récupérer via une API les datasets, donc les métriques, il y a tout à fait possible de les mettre dans DBT. C'est juste qu'on n'aura pas, par exemple, c'était... Hop là. Oups. C'est dans l'autre sens. C'est juste que, par exemple, toutes ces données-là, on peut rajouter dans DBT, parce qu'en général, DBT est plus complet que les outils de BI. Là, par exemple, en fait, les données de quel timegrains on peut vouloir, quel timestamp, etc., ce ne sera pas du coup mis de l'autre côté parce que c'est une donnée qui n'est pas forcément disponible dans le outil de BI. Voilà. Ah. Dernier. Ouais. Oui, à un moment donné, tu as parlé du fait de chercher avec Prefect les ouais. sources à synchroniser. Et pourquoi vous avez besoin de chercher les sources à synchroniser? Est-ce que vous ne pouvez pas faire un DBT run pour synchroniser tous les modèles? En fait, je parle des sources. En fait, dans les sources, c'était des sources dans la notion de DBT des sources. C'est-à-dire que c'est le point d'entrée. C'est-à-dire qu'en général, dans le modèle DBT, il va y avoir un point d'entrée qui va pas être géré par DBT. C'est-à-dire que c'est la donnée de base, et en général, cette donnée-là, elle vient de quelque part quand même. C'est-à-dire que nous, dans notre cas, en fait, on va avoir typiquement Airbyte qui va aller déposer de la donnée sur la Databricks, et c'est cette donnée-là qui va être notre point de départ pour faire nos modèles derrière. Sauf que cette donnée-là, il y a des systèmes de freshness pour savoir si elle est à jour, mais au niveau de DBT, on n'a pas la connaissance, on ne peut pas faire un DBT run et dire genre le DBT run ça va aussi aller taper sur un système externe pour mettre le système externe à jour. Par contre, ce que du coup Prefect fait, c'est qu'il récupère ces sources-là et lui il a la connaissance de comment on synchronise chacune des sources. Et donc lui il est capable derrière de dire ok, là j'ai un modèle en reversing qui a besoin que cette source-là soit à jour, donc du coup je vais aller forcer la synchronisation de cette source-là. D'accord. Voilà. Merci. De rien. Merci à tous.